Bienvenue. Alors, on nage dans les données numériques, hein. Leur volume a été multiplié par 30 en 10 ans. C'est juste fou. C'est colossal, oui. Et on interagit constamment avec ce monde numérique via nos téléphones, nos ordis. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va essayer de regarder un peu derrière le rideau. Comment tout ça s'organise? Comment on accède à Internet concrètement? Et puis, les questions de sécurité, bien sûr. Et ces fameuses traces qu'on laisse partout sans forcément s'en rendre compte. C'est ça. Nos sources, elles parlent de structuration des données, les tableaux, les formats comme CSV, JSON, XML, oui, et puis des mécanismes de connexion, l'adresse IP, le FAI, la box, la 4G, 5G, les serveurs DNS, ces annuaires du web, comme on dit, parfois. Sans oublier la cybersécurité, les menaces, comment se protéger un minimum, et aussi la cyberviolence, un sujet grave. Tout à fait. Et l'analyse des traces, qu'est-ce qu'on trouve si on cherche son nom? C'est quoi une adresse IP, les cookies, les métadonnées des photos? Le but, c'est de comprendre un peu mieux tout ça pour utiliser le numérique de façon plus éclairée, plus responsable peut-être. Exactement. Une utilisation plus consciente. Bon, commençons par la base. L'organisation des données. Si c'est le bazar, on ne peut rien en faire, j'imagine. Ben bon. La structure la plus simple, c'est le tableau 1. Une ligne égale un objet, une colonne égale une caractéristique de cet objet. Ok. Et pour échanger ces données entre systèmes, on utilise différents formats. .csv, JSON, XML. Pourquoi plusieurs? Alors, c'est une histoire de compromis en fait. Le CSV, avec un séparateur comme le point-virgule, c'est hyper léger, super simple à lire avec un tableur ou même un bloc-notes. Idéal pour des données simples et en grand volume. D'accord. Et les autres? Le XML, lui, avec ses balises, il est très structuré. Les machines le lisent bien pour des données complexes, mais il est beaucoup plus lourd, il prend plus de place. Mhm. Et le JSON, avec son système de clés-valeurs, c'est souvent un bon équilibre. Assez léger, structuré, très très populaire pour les échanges sur le web aujourd'hui. Et le tableur? Notre bon vieux tableur dans tout ça, il sert juste à regarder ses fichiers pantés. Ah non, pas seulement, hein. Il est super utile pour explorer. On peut trier les données par ordre alphabétique, numérique, croissant, décroissant. Filtrer aussi, non? Pour voir juste certaines lignes. Exactement. Filtrer selon des critères précis. Et puis faire des calculs simples, hein. Les formules qui commencent par égal, calculer une moyenne, une somme. Bref, donner du sens aux chiffres. Ok, logique. Donc on a des données organisées, on peut les manipuler. Mais comment elles circulent ces données? Comment on se connecte à Internet au juste? Alors tout commence par notre carte d'identité sur le réseau, l'adresse IP. C'est le fournisseur d'accès à Internet, le FAI, qui nous la donne. D'accord. Et à la maison, la box Internet, elle joue un rôle central. Elle a sa propre adresse IP publique, visible sur Internet, et elle distribue des adresses IP locales, privées, à tous nos appareils connectés en Wi-Fi ou en câble. Ah oui, elle fait le pont entre les deux réseaux, en quelque sorte, hein. C'est exactement ça. Elle fait le routage entre notre réseau local et le grand réseau Internet. Et quand on est en 4G ou 5G sur son mobile? Là, c'est un peu différent. L'adresse IP est attribuée directement à l'appareil, au téléphone ou à la tablette. Il n'y a pas la box comme intermédiaire. Plus direct donc. Mais j'ai entendu dire que ça consomme plus d'énergie. Oui, c'est vrai. La connexion mobile sollicite beaucoup les antennes relais et ça a un impact environnemental non négligeable. Le Wi-Fi, lui, consomme bien moins, entre 3 et 10 fois moins d'électricité. Donc, quand on peut, mieux vaut privilégier le Wi-Fi. Bon à savoir. Et toutes ces connexions, elles nous mènent où? Vers des serveurs, j'imagine. Exactement. Des serveurs qui stockent les sites web, les applications, nos emails, nos photos sur les réseaux sociaux, les vidéos. C'est là que sont hébergées toutes ces informations. Et c'est là aussi que se pose la question sensible de nos données personnelles, de ce qu'on en fait. Le RGPD en Europe essaie de réguler ça, non? Oui, tout à fait. Le règlement général sur la protection des données vise à donner plus de contrôle aux utilisateurs sur leurs données. Mais comment on trouve le bon serveur alors? Si je tape une adresse web comme monsite.fr, Ah, bonne question. eh bien c'est le rôle des serveurs DNS pour Domain Name System. Ce sont un peu les annuaires d'Internet. Ils traduisent le nom de domaine, facile à retenir pour nous, en une adresse IP numérique que les machines comprennent. D'accord. Et une fois qu'on a l'adresse IP, Sur Internet, consulte ces tables pour choisir le chemin le plus efficace, le plus rapide, le moins encombré, pour que nos données arrivent à destination. fascinant. Passons à la sécurité. La cybersécurité, c'est essentiel aujourd'hui. On entend parler de virus, de phishing, euh, l'hameçonnage, c'est ça, hein? Oui, ces emails ou messages frauduleux qui essaient de nous faire cliquer sur un lien ou donner nos mots de passe.
C'est une menace très courante, avec les virus et les logiciels malveillants en général. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger au quotidien? Les bases qu'on répète souvent, mais qui sont cruciaux. Avoir des mots de passe forts, différents pour chaque site important. Faire des sauvegardes régulières de ces données. Les mises à jour. Absolument. Mettre à jour son système d'exploitation, ses logiciels, son antivirus dès que possible. Les mises à jour corrigent souvent des failles de sécurité. Et puis, être vigilant d'où viennent les logiciels qu'on installe. Faire attention aux emails suspects, aux liens, aux pièces jointes. Ne pas cliquer trop vite, quoi. Voilà. Et limiter le partage d'informations personnelles. Être prudent sur les réseaux Wi-Fi publics, qui ne sont pas toujours sécurisés. Vérifier qu'on est bien sur un site en HTTPS, le petit cadenas. Ok. Et au-delà de ces actions, il y a les traces qu'on laisse, même sans faire d'erreur. Oui, notre simple navigation laisse des traces. On peut déjà commencer par chercher son propre nom sur Google ou sur des sites spécialisés comme WebMe pour voir ce qui ressort. Et si on trouve des trucs gênants? On a un droit au déréférencement. On peut demander au moteur de recherche de supprimer certains liens des résultats associés à notre nom. Ensuite, il y a l'adresse IP. On la partage forcément à chaque connexion. Et elle permet de nous localiser. Oui, mais avec une précision limitée. Des bases de données associent des plages d'adresses IP à des zones géographiques, souvent au niveau de la ville ou du quartier, mais ça peut être assez approximatif. L'exemple des sources montrait une erreur de 12 km. Ah oui, quand même. Et pour chercher une IP dans ces bases, il faut la convertir en un grand nombre d'ailleurs. Et les cookies, on en entend tout le temps parler? Alors, les cookies, ce sont des petits fichiers de texte que les sites web déposent sur notre navigateur. Certains sont utiles pour le fonctionnement du site, pour garder une session ouverte par exemple. Mais il y a les autres, les tiers. Voilà, les cookies tiers. Eux, y sont souvent placés par des régies publicitaires ou des outils d'analyse et ils permettent de nous suivre à travers différents sites, de construire un profil détaillé de nos centres d'intérêt, de nos habitudes. Pour nous envoyer de la pub ciblée, j'imagine. Principalement, oui. Ce profil peut être vendu. L'exemple du site lemonde.fr dans les sources, avec potentiellement 96 services tiers qui déposent des cookies, c'est assez édifiant. Et certains peuvent rester des années en ligne. Incroyable. Et même si on bloque les cookies, on n'est pas totalement anonyme. J'ai lu un truc sur le fingerprinting, l'empreinte digitale. Exactement. C'est une technique plus avancée. Même sans cookies, on peut identifier un navigateur, et donc potentiellement une personne, en analysant plein de petites caractéristiques techniques. Les polices de caractère installées, la taille de l'écran, les extensions du navigateur, la version du système d'exploitation. Ah oui. La combinaison de tous ces éléments crée une empreinte digitale qui est souvent quasi unique. Ça permet de suivre les gens, même s'ils refusent les cookies. C'est assez redoutable. Et il y a aussi les photos qu'on partage. Oui, attention aux métadonnées EXIF intégrées dans les fichiers images. Elles peuvent contenir la date, l'heure, le modèle de l'appareil photo, les réglages et parfois, si l'option était activée, les coordonnées GPS précises du lieu de la prise de vue. Donc, partager une photo peut révéler où on était. Potentiellement, oui. Il existe des outils en ligne pour voir ces métadonnées et aussi pour les supprimer avant de partager. C'est plus prudent. Et un dernier point important, la cyberviolence. Oui, c'est une réalité malheureusement fréquente. Le cyberharcèlement, la publication de contenus injurieux, l'usurpation d'identité, la propagation de rumeurs. Quel conseil peut-on donner face à ça? Surtout ne pas rester seul, en parler à quelqu'un de confiance, ne pas répondre aux provocations. Conserver les preuves, capture d'écran, messages. Bloquer les personnes malveillantes, protéger ses comptes et sa vie privée en ligne, et être solidaire avec les victimes. Et rappelez aussi qu'on est responsable de ce qu'on publie en ligne légalement. Absolument. La diffamation, l'injure, la violation du droit d'auteur, attention aux licences, comme Creative Commons, qui définissent ce qu'on peut faire, ou l'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image, tout ça peut avoir des conséquences légales sérieuses, amende, voire prison dans certains cas. Il faut aussi faire attention aux autorisations qu'on donne aux applications sur nos téléphones, non? Accès aux photos, à la localisation, aux contacts. Tout à fait. Il faut vérifier régulièrement ce qu'on autorise et révoquer les accès qui ne semblent pas nécessaires au fonctionnement de l'application. Bon, si on essaye de résumer rapidement tout ça, l'organisation des données, c'est la clé pour les utiliser. Notre connexion à Internet repose sur des briques comme l'adresse IP, le FAI, les DNS. La cybersécurité demande une vigilance constante. C'est ça, et on laisse des traces numériques partout. Notre IP, les cookies bien sûr, mais aussi les métadonnées de nos photos, et même cette empreinte digitale de notre navigateur, le fingerprinting. Une bonne vue d'ensemble de ces fondations techniques. Oui, c'est une mécanique complexe mais essentielle à comprendre un minimum. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion un peu plus large.
Au-delà de ces aspects techniques, qu'est-ce que ça implique d'un point de vue éthique, cette collecte massive et de plus en plus fine d'informations sur nous? Surtout avec des méthodes discrètes, comme le fingerprinting, où on pense peut-être être anonyme. Comment cette connaissance que des tiers accumulent sur nous façonne-t-elle nos expériences, nos choix, en ligne, mais peut-être aussi hors ligne, sans qu'on en ait toujours conscience?